Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode hors-série du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose en général d'explorer le Moyen-Âge par des interviews de personnes qui travaillent dessus pour vous donner un aperçu de la richesse de cette période et vous donner envie d'en savoir plus. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'art de la fin du Moyen-Âge à travers deux œuvres notamment. Et notre guide aujourd'hui, c'est Sophie Caron. Bonjour Sophie. Bonjour Fanny. Sophie, je te reçois parce que tu es conservatrice au département des peintures au musée du Louvre et commissaire de l'exposition Revoir Van Eyck, la Vierge du chancelier Rollin, qui se tient donc au musée du Louvre à Paris jusqu'au 17 juin 2024. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Et nous enregistrons cette interview non pas au Louvre, à l'hôtel des Hospices Civils de Beaune, en public. Et oui, les Hospices Civils qui a été fondé en 1443 par la volonté de Nicolas Rollin et Guigone de Salins. On va en reparler tout à l'heure, notamment du premier. Et donc c'était vraiment une volonté de construire un hôpital et qui aujourd'hui est un monument que je vous conseille fortement de visiter, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs œuvres d'art de la fin du Moyen-Âge, la Vierge au chancelier Rollin et le portrait du chancelier Rollin du polyptyque du jugement dernier, deux œuvres qui ont pour point commun, outre d'avoir été produit à peu près à la même époque, de représenter le même personnage, la même personne, mais dans des contextes et intentions très différentes, le chancelier Rollin. On va d'abord justement commencer par présenter cette personne. Donc, il est très connu pour le public des Hospices de Beaune, bien sûr, mais pas forcément pour les personnes qui nous écoutent en podcast. Donc, Sophie, déjà, qui était le chancelier Rollin ? Alors, le chancelier Rollin, Nicolas Rollin, c'est une personne très importante du duché de Bourgogne. Il est chancelier, ça veut dire globalement premier ministre du duc, qui à ce moment-là est Philippe le Bon. Et Nicolas Rollin, il est originaire d'Autun, donc au sud de la Bourgogne. Il naît à Autun vers 1376, on estime, et il fait des études de droit à Paris. Il devient petit à petit un avocat très important. Il travaille pour le duc Jean sans Peur, puis après sa mort pour son fils, Philippe le Bon. Et c'est son fils, donc Philippe le Bon, qui nomme Nicolas Rollin chancelier. Et il restera chancelier de 1422 environ, quasiment jusqu'à sa mort, assez longtemps après, en 1462, donc il a plus de 80 ans. Donc c'est un personnage considérable. Et pendant très longtemps, donc il se caractérise aussi par la longévité de son pouvoir et par tous les événements qu'il a pu, contribuer à créer, à façonner à la fin du Moyen-Âge en Occident, entre la France et la Flandre. Bon, là, c'est bien, on a le contexte un petit peu politique en tête. Parlons maintenant un peu du contexte artistique. Comment est-ce qu'on peut expliquer, parce qu'on va parler de beaucoup de peintres primitifs flamands. Alors déjà, une question que quand je te l'ai posée en amont, tu m'as dit c'est pas simple d'y répondre, mais je vais te la poser quand même. Pourquoi est-ce que les peintres primitifs flamands sont si importants pour l'histoire de la peinture à la fin du Moyen-Âge ? Non, mais c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce que il y a plusieurs choses peut-être à expliquer. Par exemple, primitifs, on les appelle comme ça parce qu'on considère qu'ils sont au début de la période moderne, au début de l'histoire de l'art. Et c'est un petit peu étrange parfois de considérer qu'ils sont comme ça au début de tout. C'est pour ça qu'on les appelle primitifs, mais ça veut bien dire, cette appellation qui date du 19e, leur importance dans l'histoire de l'art. Leur importance, elle est sans doute due en partie au fait que c'est un peu le début d'une peinture réaliste. Et je prends 1000 pincettes en employant ce mot, parce que les peintres dont on va parler, plus que les générations avant, ils peignent la réalité telle qu'ils la voient, et surtout dans la représentation des matières, des textures, de la façon dont, par exemple, une goutte d'eau tombe et fait des nuées autour de... Des nuées, c'est pas exactement le mot, mais enfin des ondes autour de cette goutte d'eau. Donc, il y a quand même ce rapport au réel, à une observation du réel et aussi à une envie de représenter le réel comme on le voit, qui est assez nouvelle
Et je pense qu'on a l'impression, même si c'est pas forcément vrai, que la peinture moderne, elle s'inscrit depuis le XVe siècle dans cette quête de réalisme, de représenter les choses telles qu'on les voit. Même si, évidemment, ça a été beaucoup plus nuancé que ça. Donc, ils sont importants parce qu'ils marquent une rupture et une entrée, j'allais dire, dans un temps plus réaliste. Et pourtant, il y a une forme de continuité parce qu'on va le voir, ils représentent quand même des sujets très religieux. Et aussi, une question qui peut sembler aussi un peu peut-être naïve, mais comment on peut expliquer que ces peintres flamands étaient autant appréciés jusqu'en Bourgogne? Parce que la Flandre et la Bourgogne, c'est quand même pas juste à côté. Donc comment est-ce que le goût pour la peinture flamande se retrouve et se développe dans l'espace bourguignon? La Bourgogne au XVe siècle, effectivement, ça peut être le comté de Bourgogne, c'est-à-dire là où on est aujourd'hui maintenant, autour de Dijon. Mais quand on parle du duché de Bourgogne, c'est un territoire beaucoup, beaucoup plus grand que la Bourgogne actuelle, qui va environ de Dijon jusqu'au nord de la Hollande à la fin du règne de ce duc, donc Philippe le Bon. Donc, un duc comme Philippe le Bon et déjà ses prédécesseurs et ensuite ses successeurs, il règne sur un territoire qui englobe la Flandre actuelle, c'est-à-dire la Belgique actuelle. Et il passe certes un peu de temps à Dijon, mais aussi beaucoup dans les villes flamandes qui sont très actives, qui sont très riches à cette époque, c'est-à-dire Bruges, Bruxelles, aussi Anvers ou encore Lille. Et donc les peintres qui sont originaires de ces villes-là, ce sont finalement eux que les ducs et les personnes qui travaillent avec les ducs comme Rollin connaissent et auxquels ils font appel. Donc il y a une mode, c'est vrai, de cette peinture flamande, mais parce que c'est là, finalement, c'est dans ces villes-là qu'il y a une plus grande activité artistique et même, j'allais dire, économique en général. Donc les ducs, ils sont beaucoup là-bas. Non, effectivement, je comprends un petit peu mieux. Alors, on va commencer par parler peut-être de la première œuvre. Alors, donc on va parler d'abord de la Vierge, puis du polyptyque. Alors, elles ont été peintes à peu près à la même époque, mais peut-être commençons chronologiquement par le tableau donc au centre de l'exposition qui est au Louvre en ce moment, le portrait donc du tableau de la Vierge au chancelier Rollin. Alors déjà, raconte-nous la genèse de cette œuvre. Pourquoi est-ce qu'elle a été commandée? Dans quel but? Pour quel usage? On ne sait pas grand-chose quand même des circonstances. C'est récurrent quand on parle du Moyen-Âge. Ouais, de la création, c'est ça. Vraiment, on ne sait pas grand-chose. On a quelques indices et surtout, on émet des hypothèses. Alors, on sait que c'est Nicolas Rollin, donc le chancelier, qui a commandé cette œuvre à Vanek. C'est lui qui est représenté sur le tableau. La question des usages et des fonctions de ce tableau, elle est hyper complexe et c'est celle qui m'a le plus intéressée, moi, quand j'ai préparé cette exposition et quand j'ai travaillé sur ce tableau au moment de la restauration dont on va parler. Parce que justement, on a un petit peu l'impression que ce tableau, il a été fait pour un musée, on l'a toujours vu, nous, en musée, il a été fait pour être accroché sur un mur et regardé comme ça, à hauteur d'œil, sur un mur de musée. Et en fait, c'est vraiment, on en reparlera, mais c'est vraiment au moment de la restauration qu'on s'est dit avec les restaurateurs, mais en fait, c'est un objet en 3 dimensions qui a été conçu par Vanek pour Rollin comme un objet. Et donc, pour penser sa genèse, il faut penser une genèse d'objet. Il faut se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que Rollin a commandé à Vanek, dans la mesure où il lui a certainement dit « fabrique-moi un objet et pas peins-moi une peinture ». Et la fonction, elle est, à mon avis, double. Elle était à la fois celle d'accompagner la prière de Nicolas Rollin, et probablement, après sa mort, après la mort de Nicolas Rollin, la deuxième fonction de cet objet, c'était d'être accroché à côté de sa tombe, de son tombeau, pour rappeler aux vivants sa mémoire, sa présence, sa vie. Et c'est aussi pour ça que le portrait, on y reviendra, mais il est si crucial. Et donc, à mon avis, et c'est une hypothèse que je fais, mais qui est un petit peu nouvelle pour ce tableau, même si elle a été faite pour d'autres œuvres similaires, c'est celle d'un objet adapté dès le début, prévu pour 2 fonctions, 2 usages, un pendant la vie du chancelier et un après la vie du chancelier, après la mort du chancelier, disons. Mais tout ça, c'est des hypothèses que je peux te étayer un petit peu, mais c'est des hypothèses et c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur la genèse. On n'a pas beaucoup de documents, même, disons, 0. Alors, autre question où tu m'as dit aussi qu'on n'avait pas énormément de réponses, mais on va quand même la poser. Donc ce portrait a été peint par Vanek, qui est un peintre flamand assez célèbre de son époque. Qu'est-ce qu'on sait de son travail au moment de la réalisation de cette œuvre? Ouais, Jan Vanek, c'est quand même un peintre qui, à ce moment-là,
il est très reconnu pour son talent par ses contemporains. On ne sait pas la date de sa naissance, on pense qu'il est né à la fin du XIVe siècle, vers 1390, peut-être dans une ville qui s'appelle Maaseik, vu son nom à lui, qui était près de Liège, donc assez au nord par rapport aux régions dont on parle. Et on sait que dans les années 1430, qui sont à peu près celles où il croise Rollin, où il rencontre Rollin, où Rollin peut-être lui commande ce tableau, eh bien, il habite à Bruges, donc qui est vraiment une des villes les plus riches, les plus importantes. Et on sait qu'il a beaucoup de commandes de la part de l'élite bourguignonne. Donc, le duc de Bourgogne, il le pensionne, il le fait valet de chambre. Et c'est un terme qui est un peu étrange pour nous, mais c'est simplement une façon de dire qu'il est pensionné par le duc. Et donc, j'allais dire que même s'il peint pas, il a quand même une pension fixe. Comme du mécénat, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Si le mécénat considère qu'il aide les artistes sans leur demander de compte, oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça ne veut pas dire en même temps qu'il est attaché au duc de Bourgogne et qu'il travaille que pour lui. Il est dans la ville, il a un atelier dans la ville, il travaille dans la ville de Bruges. Et donc, il peint pour le duc, mais il peint aussi pour des chanoines, donc des religieux importants qui appartiennent justement à une élite intellectuelle, économique. Il peint pour des marchands, comme les Arnolfini. Il peint aussi, par exemple, pour ses collègues. Par exemple, il a fait un portrait d'un orfèvre important de la ville de Bruges. Donc, Van Eyck, il est vraiment au milieu d'un réseau assez large et pas aussi strict qu'on ne le pense, qui comprend des marchands, des grands artistes, des agents, j'allais dire, de la cour, comme Rollin. Donc, ça, on arrive à le savoir parce qu'on reconstitue qui il a peint et donc quel était son milieu. Et aussi, on arrive à savoir qu'il était donc reconnu puisqu'il avait beaucoup de commandes et des commandes très variées. Mais il y a un autre aspect qui est intéressant et qui est un peu surprenant pour un peintre de cette époque, c'est qu'il effectuait pour le duc de Bourgogne des voyages, et notamment des voyages diplomatiques. Par exemple, il est allé pour le duc de Bourgogne, dans une délégation plus large, sur la péninsule ibérique, donc au Portugal, en Espagne, en passant par l'Angleterre. Et c'était probablement en tant que peintre pour faire des portraits des personnes qu'il rencontrait à ce moment-là, et aussi il y a une négociation matrimoniale en jeu puisque le duc cherche à se remarier et donc il veut un portrait de sa future épouse possible. Donc il fait des choses comme ça pour le duc et il fait des voyages secrets aussi. Donc ça, évidemment, les historiens de l'art... Voyages secrets ? Ouais, des voyages secrets. On adore spéculer pour savoir si est-ce qu'il est allé en Terre Sainte, donc ça veut dire à Jérusalem, est-ce qu'il est allé en Italie, est-ce qu'il est allé même plus loin. Donc on sait qu'il était aussi reconnu manifestement... Enfin, en tout cas, on lui faisait assez confiance et c'était considéré comme le peintre qui pouvait restituer le plus fidèlement possible des portraits ou des paysages si on l'envoyait loin et qu'on avait besoin de compte rendu. Mais ça, c'est vraiment des reconstitutions qui sont pas, c'est pas à partir des documents, à partir des œuvres. Donc on arrive à savoir que c'était un peintre important, reconnu. Voilà, tu vois, par une sorte de réseau de reconstitution, quoi. Oui, avec pas mal d'intuition. Et alors, le tableau dont on va parler, comment est-ce qu'on peut le situer dans l'œuvre de Van Eyck ? Alors, il y a des tableaux de Van Eyck qui sont datés. Ils sont souvent datés sur le cadre. C'est-à-dire qu'on a la date inscrite sur le cadre au moment de la création du tableau. Exactement. De la création ou de la livraison du tableau à celui qui le commande. Mais on a souvent une date pour les tableaux qui ont gardé leur cadre. Et quand on parle des tableaux de Van Eyck, on parle d'une quinzaine de tableaux dans le monde, enfin quelque chose de très 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 réduit. Aujourd'hui, il ne nous reste qu'une quinzaine de tableaux. Et encore, alors on peut aller jusqu'à 20 si on est un peu généreux sur des tableaux qui ne sont pas d'une qualité suffisante pour les attribuer à Van Eyck, mais il y a des discussions, on n'est jamais très sûr. Mais les tableaux sûrs de Van Eyck, on parle, sûrs, en tout cas qui font consensus, on parle d'une quinzaine d'œuvres. Et certaines sont datées. On sait qu'il meurt en 1441. Les premières datées, c'est 1432 et il meurt en 41. Et la Vierge Rollin, elle n'est pas datée. Donc, c'est difficile de la situer. Et l'œuvre de Van Eyck, comme style, elle est très cohérente. C'est difficile de se dire, là, il a vieilli, il peint différemment de quand il était jeune. Donc, les historiens de l'art, en fonction de nuances vraiment, de comment il peint un vêtement ou des choses comme ça, ils vont essayer d'établir une chronologie des œuvres non datées. Mais c'est vraiment difficile. Et la Vierge Rollin, dans la carrière de Van Eyck, sa datation, sa place fait débat. Mais moi, j'ai des idées. mais tout le monde n'est pas d'accord. Bon, auditeurs, auditrices, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller voir sur Internet pour voir ou sur le site passionmedieviste.fr. Je vous mettrai de toute façon une représentation du tableau ou sur, bien sûr, le site du musée du Louvre. Donc déjà, est-ce que Sophie, tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on voit sur ce tableau ? Oui, bien sûr. On voit sur ce tableau deux personnages. On voit le chancelier Rollin qui est agenouillé en prière
Devant lui, il y a ce qu'on appelle un prie-dieu, c'est-à-dire une petite table sur laquelle il y a un livre qu'il était manifestement en train de lire. Et il lève les yeux, et là, il a les yeux un peu dans le vide, et il a une sorte de vision. Et en face de lui, il y a la Vierge Marie qui tient sur ses genoux le Christ, donc l'enfant Jésus, son fils. Et elle est drapée dans un immense manteau rouge, et l'enfant est nu, et il bénit de la main droite le chancelier Rollin, qui lui fait face donc. Et il y a un quatrième personnage qui est un ange au-dessus de la Vierge et qui a une immense et magnifique couronne entre les mains et il s'apprête à poser la couronne sur la tête de la Vierge. Et à l'arrière-plan de ce même tableau, il y a un paysage magnifique, mais alors qu'on voit que si on est vraiment à 30 cm de l'œuvre, magnifique, miniature, une sorte de cosmos idéal, où on voit toute une ville qui se déploie au milieu d'une campagne très prospère, très fertile, et au fond, il y a des montagnes. Donc il y a vraiment un premier plan avec ces figures très imposantes, et un deuxième plan qu'on découvre, qui est très très impressionnant, mais qu'on découvre que si on est tout près de l'œuvre. On y reviendra effectivement tout à l'heure. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire aussi comment est-ce qu'est représenté Rollin ? On verra qu'il a une autre représentation derrière nous, enfin pas tout à fait, on verra. Mais comment est-ce qu'il est représenté sur ce tableau ? Tu as dit il est en prière, un petit peu le regard dans le vide ? Il a ce regard un peu dans le vide pour suggérer que c'est une vision que, en gros, la ferveur de sa prière a suscité. Pour ne pas vraiment dire qu'il est dans le même espace que la Vierge, qui serait très osé, il y a toujours une ambiguïté qui est laissée et qui est notamment manifestée par ses yeux, un peu par ce regard un peu dans le vide. Alors il y a plusieurs choses à dire sur ce portrait qui est incroyable, mais on peut dire qu'il est représenté globalement tel que ses contemporains devaient le reconnaître. Son visage est extrêmement marquant, extrêmement réaliste. On a vraiment les plis particuliers, enfin très individualisés, des yeux, le mouvement, j'allais dire des lèvres qui tombent un peu, le dessin de son nez, un petit défaut dans la chevelure qui devait appartenir qu'à lui. On a d'autres portraits de Rollin, on y reviendra, mais ils se ressemblent beaucoup. Et ça, comme on l'a dit tout à l'heure, si le but de ce tableau, c'est aussi qu'il soit à côté de sa tombe, ça permettait quand même de le reconnaître très bien. Et il est vêtu d'un vêtement somptueux, vraiment magnifique, qui est brun-violet un peu, où c'est très clairement du velours. Et c'est un velours qui est orné de ce qu'on appelle des brocarts d'or, donc des grands motifs d'or qui représentent un peu des grenades ou des fruits comme ça. Et c'est un vêtement un peu invraisemblable même pour un chancelier très puissant. Trop riche ? Trop riche. Alors, c'est des étoffes qui existaient à ce moment-là, dans les années 1430, qui étaient produites en Italie, entre Lucques et Venise. C'est une étoffe très très à la mode. Vraiment, cette manière-là de créer des étoffes en velours avec de grands motifs de grenades, on arrive assez bien à dater que c'est au tout début des années 1430 qu'on en fait. Donc en ayant ce vêtement, en se représentant avec ce vêtement, Rollin, il affiche qu'il est très riche, qu'il est capable de se fournir en Italie, et qu'il est capable de se fournir d'étoffes vraiment à la dernière mode. Mais c'est quand même ainsi donc qu'il se présente à la Vierge dans son plus beau vêtement. Ça ne veut pas dire qu'il en avait un à lui comme ça, mais ce qu'il affiche, c'est ce pouvoir-là d'acquisition, quoi. Et donc, dans cette exposition au Louvre est aussi présentée une œuvre peinte environ une dizaine d'années après la Vierge. En tout cas, vraiment, on est à peu près à la même époque. Il s'agit donc du polyptyque du Jugement dernier, enfin, une partie, celle avec le portrait du chancelier Rollin. Alors, derrière nous, on a une copie, parce que donc l'original est en ce moment dans l'exposition au Louvre. Alors, comme pour l'œuvre précédente, on va retracer un petit peu l'histoire de la création de cette œuvre. Pourquoi est-ce qu'elle est commandée ? Alors là, on sait un peu mieux, c'est un peu plus clair, parce que Nicolas Rollin, il fonde les hospices de Beaune en 1443, comme tu l'as dit. Et dans les hospices, il y a nécessairement une chapelle qui est au bout de la salle où il y avait des lits pour les malades, de manière à ce qu'ils puissent voir la chapelle, en tout cas l'apercevoir depuis leur lit. Et dans cette chapelle, il y avait nécessairement ce qu'on appelle un retable. C'est donc cette œuvre qu'on place derrière l'autel, donc c'est là où on célèbre la messe. Et donc, c'est pour la chapelle des hospices que Nicolas Rollin commande à Roger van der Weyden, qui est l'autre grand primitif flamand. En l'occurrence, en plus, Van Eyck est mort, donc du coup, il faut bien qu'il se tourne, j'allais dire, vers l'autre grand peintre favori des ducs de Bourgogne, pour ce retable. Alors justement, parle-nous de ce peintre, qu'est-ce qu'on sait de lui ?
Roger van der Weyden, on sait un peu plus de choses que sur Van Eyck. Il est né en 1399, il vient de Tournai, donc qui est une ville très importante pour les artistes à ce moment-là, pour les peintres, mais aussi pour les sculpteurs. Et il fait une très très belle carrière. Il est notamment peintre officiel de la ville de Bruxelles, donc qui est une ville très puissante. Et donc il a des commandes officielles de la ville de Bruxelles, du duc de Bourgogne, de tous les particuliers de l'élite à ce moment-là. Il a un atelier très important avec beaucoup d'apprentis, beaucoup d'aides, beaucoup d'élèves. Et il meurt à peu près en même temps que Rollin au début des années 1460, 1462 je crois. Et donc c'est vraiment un peintre pour le coup moins mystérieux et très installé, très installé dans le paysage artistique. Mais moins connu que Van Eyck en tout cas aujourd'hui au XXIe siècle. Moins connu parce que je pense que ses œuvres sont un peu moins mystérieuse en un sens que par exemple la Vierge Rollin ou les époux Arnolfini. Donc on peut moins spéculer, imaginer des choses sur ce que ça veut dire ou sur le mystère caché à l'intérieur. Aussi Van Eyck se représente parfois lui-même caché dans ses peintures. Van der Weyden, il fait pas ça. Donc il peut moins nourrir, à mon avis, de fantasmes d'historiens de l'art aussi. Bon alors c'est bien de le dire aussi. Donc, les visiteurs et visiteuses et donc les personnes ici avec nous ont donc l'œuvre sous les yeux, mais est-ce que tu peux nous la décrire pour les personnes qui nous écoutent ? Oui, le retable de Beaune, donc, qui est au même endroit que depuis sa création à peu près vers 1443, ce qui est dingue, ce qui est rarissime pour des œuvres de cette période. C'est un immense polyptyque. Donc polyptyque, ça veut dire qu'il y a plusieurs panneaux. Et quand il était fermé, on voyait donc Nicolas Rollin, qu'on commence un peu à situer, son épouse, Guigonne de Salins, et tous les deux sont en prière devant des sculptures peintes, Saint-Sébastien et Saint-Antoine. Et quand le retable est fermé, les couleurs sont très sobres, on y reviendra, c'est vraiment un peu un camailleux de brun, c'est comme un peu de la pierre. Et quand on ouvrait le retable, là, il y avait une représentation du jugement dernier, qui existe encore, mais qui est dissocié maintenant des volets fermés. Oui, on les a séparés en fait pour avoir d'un côté et l'autre. Exactement, au XIXe siècle. Et donc ce jugement dernier, il est assez incroyable. Enfin, il y a Saint-Michel au milieu qui pèse les âmes. Au-dessus de lui, il y a le Christ juge. De part et d'autre de ce panneau central, il y a les apôtres autour de la Vierge et de Saint Jean-Baptiste. Et en partie basse du polyptyque, il y a les élus et les damnés qui vont en enfer. Quand tu parlais de quelque chose de mystérieux, il y a quand même beaucoup de choses là qui peuvent attirer l'œil sur ce tableau. Non, bien sûr, mais c'est assez explicite comme message et comme mise en garde dans la mesure où on se souvient qu'il est dans la chapelle d'un hospice. L'enjeu étant de préparer au XVe siècle, vraiment un enjeu pour Rollin comme pour les malades, un peu pour tout le monde, c'est de préparer l'au-delà, c'est de préparer sa mort. Parce qu'il y a au XVe siècle cette idée du purgatoire qui est très très présente dans les esprits. Donc il faut, dans la mesure du possible, obtenir la rédemption de ses péchés pour passer le moins de temps possible au purgatoire et accéder au paradis. Et c'est une injonction proposer aux malades de se confesser de leurs péchés, d'essayer d'obtenir cette rédemption à force de prière, à force d'assister aux messes, pour potentiellement essayer d'accéder au paradis, quoi. Donc c'est assez clair comme message, celui qui est proposé par le tableau quand même. Et donc si on s'intéresse à comment Rollin est représenté, quelle différence ou quel point commun est-ce qu'on a déjà avec la Vierge ? C'est beaucoup plus grand, d'une part. Il y a des points... Oui, parce que la Vierge est beaucoup plus petit format. Beaucoup plus petite. C'est la Vierge du chancelier Rollin de Van Eyck, c'est 60 cm. C'est un petit tableau carré de 60 cm à peu près, 65 en hauteur et en largeur. D'où le fait qu'on les détaille, on les voit pas très bien. Voilà, le fait, vraiment. Là, c'est beaucoup plus grand. C'était fait pour être vu de beaucoup plus loin par beaucoup plus de personnes. Donc, c'est bien normal que les dimensions soient différentes. Mais ça implique beaucoup de choses. C'est une des raisons pour lesquelles il y a moins de détails très très ténus, parce que l'enjeu est moins celui d'une vision rapprochée. Il est très reconnaissable, même si c'est vraiment quand on voit les deux portraits à côté, et c'est ce qui se passe au Louvre en ce moment, c'est très marquant et un peu émouvant de voir que c'est le même type 10 ans après, vraiment, qui était aussi reconnaissable autant maintenant qu'au XVe siècle. Van Eyck, il peint un peu différemment de Van der Weyden. Ils peignent pas pareil. Van der Weyden, il a un style plus synthétique. Il va moins
détailler chaque ride, il va moins détailler les tempes, les veines qui saillent un peu sous les tempes. Il va moins essayer d'insuffler cet effet de vie un peu vibrante et de temps qui passe que Van Eyck. Et c'est pas un meilleur ou un moins bon peintre pour ça, ils n'ont pas complètement la même façon de représenter justement un visage. Et par ailleurs, il est beaucoup plus sobre ici. Il n'a pas ce vêtement somptueux qu'on a un peu décrit chez Van Eyck. Ici, ce qui est important, là où c'est un peu somptueux, c'est ce qu'on appelle l'héraldique, enfin l'appareil héraldique. Donc les 3 clés sur fond bleu qu'on voit sur son prie-dieu et qu'on voit derrière portées par l'ange. Parce que ce qui compte un peu, c'est qu'on se souvienne de lui comme fondateur de l'hospice, comme fondateur aussi d'une dynastie qui va essayer de faire survivre, et ça va marcher d'ailleurs, l'hospice pendant des décennies. Donc l'objectif entre les 2 tableaux est assez proche, c'est-à-dire il faut vraiment qu'on se souvienne de lui, qu'on prie pour lui, que par les prières des vivants, son salut soit de plus en plus assuré, et qu'il ait moins de temps au purgatoire, plus de temps au paradis. Mais effectivement, là, c'est moins par sa richesse, il est moins chez lui aussi qu'à Autun, c'est moins sa richesse qui est mise en valeur que son statut de fondateur. Et le fait que dans les 2 œuvres, on a donc un laïc qui est représenté en compagnie, en fait, en quelque sorte, d'un thème religieux, comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Parce qu'il aurait pu juste se faire représenter sans forcément être avec des sujets religieux, notamment pour la Vierge. Ce qui est important pour Rollin, c'est de montrer aux vivants sa piété. Un portrait de lui tout seul pour qu'on se souvienne de lui, ce serait déjà bien pour collecter les pensées, les prières, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment plus on pense à lui, plus on prie pour lui, plus il a de chance, c'est assez quantifiable et assez mathématique, plus il a de chance de réduire le temps passé au purgatoire et d'accéder au paradis. Mais il faut que les vivants se souviennent de lui comme d'un homme pieux, comme d'un homme qui faisait ses prières, comme un homme qui vénérait la Vierge, l'enfant. Donc il faut que cette piété soit manifeste. Et c'est le cas aussi à Beaune, ici. Il est représenté en prière devant des sculptures de saints qu'il vénère. Donc il faut vraiment que lui, sa piété, le fait qu'il croit et que c'est un bon chrétien, soit vraiment représenté. Et dans le tableau de Van Eyck, en plus, le Christ le bénit. Donc pour lui, c'est bien pratique parce que ça veut dire qu'il y a un peu cette idée qu'à chaque fois qu'on va, nous, encore regarder le tableau, toujours pour les siècles des siècles, on va réactiver ce geste de l'enfant par notre pensée qu'il le bénit. Donc il sera toujours béni parce que la peinture le représente toujours comme ça. Alors j'ai une question qui est peut-être pas très scientifique, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de vanité dans cette histoire quand même ? Parce que il y a quand même, il se fait représenter. Il y a des personnages, on n'a pas forcément beaucoup de portraits d'eux. Là, il se met énormément en avant. Est-ce que je vais un peu trop loin avec cette question ou pas ? En plus, c'est pas le seul portrait qu'on a de Nicolas Rollin. Il y en a par exemple 2 autres dans l'exposition du Louvre. En tout cas, vanité, moi j'ai du mal à l'employer parce qu'on n'a pas accès à la psychologie des gens. Je veux pas faire la psychologie de comptoir. T'as raison, mais c'est vrai que moi je peux pas... Je suis obligée de m'en empêcher dans la mesure où je travaille forcément sur ce qu'on voit. Est-ce que ça reflète un goût de l'époque de se représenter ? Ça reflète une urgence de l'époque de survivre à la mort. C'est vraiment, plus que de la vanité, c'est le fait d'organiser sa survie. Et Rollin, c'est vrai qu'il est très, on dirait maintenant, il est très organisé, il est très contrôle fric, on pourrait dire. Enfin, je veux dire, par exemple, dans les statuts avec un T, qu'il écrit pour les religieuses de Beaune et aussi pour les chanoines d'Autun, il organise le fait que plusieurs fois par jour, on va prier pour lui. Et il dit, mais par exemple, les prières, il faut que vous les récitiez sans vous couper la parole, bien dans l'ordre. Et en fait, c'est parce qu'il y a vraiment une angoisse de la mort qui est très, très forte. Et donc, cette multiplication des portraits et ce détail donné pour on pense à lui et que ce soit vraiment... qu'il n'y ait pas de faille possible dans la stratégie de mémoire qu'il met en place, c'est peut-être de la vanité ou en tout cas une grande angoisse de potentiellement pas accéder au paradis. Ça, c'est vrai. Et outre le chancelier Rollin, quels sont les autres points communs et thématiques artistiques qu'on peut tracer entre les 2 œuvres ? Elles ont comme thématique commune, c'est quand même 2 œuvres très très différentes. Elles ont un objectif commun qui est, encore une fois, se préparer à la mort, accéder à l'au-delà. Dans les 2 cas, Van Eyck et Van der Weyden se préoccupent de faire des portraits. Ce que j'ai cru relever aussi, c'est que pour Van Eyck, on avait le côté, notamment, tu as dit, on a un arrière-plan qui est une représentation d'une ville un peu presque réaliste, alors que là, ici, on est beaucoup plus dans du religieux,
j'allais dire fantastique, mais en tout cas, là voilà, avec le côté jugement dernier, on n'est pas du tout dans ce côté réaliste. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans le tableau de Van Eyck, les historiens de l'art ont passé beaucoup de temps à se demander quelle était la ville représentée, et même au premier plan, Rollin et la Vierge, où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils sont dans le château de Rollin ? Est-ce qu'ils sont dans la chapelle privée ? Enfin, effectivement, Van Eyck, ce qu'il fait par rapport à Van der Weyden, c'est qu'il laisse beaucoup d'ambiguïté planer sur le degré de réalité de ce qu'il représente. Oui, parce que j'avais vu que les perspectives sont à la fois bonnes mais pas bonnes, parce que si on regarde le plafond au-dessus d'eux, en fait, il ne pourrait pas se tenir debout. Ouais, les perspectives sont pas bonnes parce que c'est pas son objectif. Son objectif, c'est vraiment comme une BD, c'est-à-dire que la Vierge Rollin, c'est une sorte de page peinte avec des juxtapositions des juxtapositions de parties qui ont pas la même échelle, et c'est pas grave parce qu'on reconstitue dans notre tête que de toute façon on les regarde pas avec le même œil. Et pour revenir à la ville, c'est vrai qu'on s'est beaucoup demandé si c'était une ville réelle. T'as raison, c'est vrai que c'est très réaliste, et surtout tout le monde s'y retrouve parce qu'il y a tellement de détails qui parlent aux personnes qui connaissent un petit peu la campagne et les villes de Bourgogne, donc de Bourgogne au sens large, que tout le monde s'y retrouve. Et par exemple, là en arrivant, j'étais dans le train de Dijon à Beaune, il y a les vignes, quoi. Il y a les vignes avec les cadoles, donc les petites maisons qui sont au milieu des vignobles. Et ça, dans le tableau que Van Eyck a peint pour Rollin, on les retrouve probablement pour aider Rollin à avoir ce sentiment de familiarité qui aide en fait à s'impliquer quand on regarde le tableau. Quand on reconnaît des détails qui nous parlent, on s'implique d'autant plus. Et le but de ce tableau, c'est que quand il le regardait de tout près, il puisse en gros s'immerger vraiment dans le paysage pour faire une sorte de voyage spirituel vraiment un peu comme on fait dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que on reconstitue la troisième dimension qu'on n'a pas forcément, et il s'immerge et il s'invente une histoire. Et il s'invente une histoire évidemment qui est plutôt spirituelle, qui est plutôt une prière. Mais c'est vraiment fait pour qu'il puisse le parcourir mentalement. Et là, cette dimension intime, dans le tableau de Beaune, elle est moins présente parce que justement, c'est une mise en garde plus collective pour les personnes, les malades donc de l'hospice. C'est très intéressant de montrer que même si ce sont des œuvres donc contemporaines de peintres qui viennent du même endroit, à peu près, même si c'était pour une commande différente, il y a en fait énormément de différences sur leur représentation. Moi, je trouve ça très très intéressant. Alors, je voulais aussi qu'on parle un petit peu de, justement, tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, après leur création, ces œuvres, encore une fois, qui avaient une création similaire, elles ont eu un parcours très différent. Où est-ce qu'elles ont été exposées et représentées ? Ouais, c'était très différent. C'est vrai que le polyptyque de Beaune, et c'est dingue, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est resté au même endroit. Simplement, quand même, au 19e siècle, les responsables de l'œuvre ont pris la décision de le restaurer, notamment parce que au début du 19e siècle, toutes les figures de nus avaient été rhabillées pour des questions de pudeur, quoi. Et donc ça, c'était en 1812. Et vers 1875, les responsables de l'œuvre se sont dit, c'est dommage quand même, ces repeints qui respectent pas du tout la nature de l'œuvre et puis très peu harmonieux. Et donc, les panneaux ont été amenés à Paris, dans les ateliers de restauration du musée du Louvre, pour justement être débarrassés de ces repeints. C'est là qu'ils ont été sciés dans l'épaisseur, donc des choses qu'on ferait plus du tout maintenant, mais qui, à l'époque, étaient considérées comme des bonnes mesures de conservation des panneaux de bois, des panneaux de chêne. Ils ont été sciés dans l'épaisseur avec leurs cadres, donc ils ont encore leurs cadres originaux, même s'ils sont 2 fois moins épais, mais enfin ça aussi c'est une grande rareté quand même pour l'époque. Et ensuite, sauf, alors, exception, c'est-à-dire il y a quelques panneaux qui sont venus dans les années 50 à Paris pour être exposés, mais pas tous. Ensuite, ils n'ont plus bougé. Et par exemple, le portrait de Rollin, c'est la première fois qu'il est prêté. Donc, on est très, très, très content et très reconnaissant aux Hospices de Beaune, c'est vrai, parce que c'est vraiment rarissime. Enfin, plus que rarissime, ça ne s'est jamais passé qu'il bouge. La Vierge Rollin, c'est un peu différent parce que le premier document qu'on a à propos de la Vierge Rollin, c'est au XVIIIe siècle. Et je te dis ça parce qu'en fait, on ne sait pas, même si on sait que probablement c'était lié au tombeau de Rollin, probablement Rollin est à Autun. À Autun, voilà. Au XVIIIe siècle, l'œuvre étant à Autun, probablement elle y était au moins depuis le XVe. Mais en fait, on n'en sait rien, puisque du XVe au XVIIIe siècle, pas de sous les radars, quoi. On ne sait pas du tout. Et il n'y a pas de peintre qui fait des copies ou qui reproduit des détails, très très peu. Il y a quelques enlumineurs dans les années 1480, on a l'impression qu'ils citent un peu des détails de la Vierge Rollin, mais c'est vraiment pas clair. Donc tout ça pour dire que, étant à Autun au XVIIIe, on se dit qu'elle y est depuis longtemps, mais on ne sait pas. Et
au XVIIIe siècle, la première description du tableau, elle est dans la sacristie, donc dans une pièce annexe du chœur de l'église. Mais on ne sait pas très bien où est-ce qu'elle était avant. Et elle y reste au XVIIIe siècle. Et en 1800, le tableau, l'œuvre, la Vierge Rolin, elle est amenée au Louvre. C'est ce qu'on appelle une saisie révolutionnaire. Et ce qui est assez drôle, enfin moi ce que j'avais pas forcément en tête avant de retravailler depuis quelques années sur ce tableau, c'est que en fait c'était une sorte de bonus dans la saisie révolutionnaire. Le tableau important, c'était un tableau d'un peintre qui s'appelle Fra Bartolomeo, un peintre italien, et dans les descriptions on dit et un petit tableautin a été amené à côté d'un certain genre de Bruges. Ouais, c'est ça. On sait plus que c'est Rolin, la mémoire de l'identité de Nicolas Rolin est perdue. Jusqu'à assez tard au 19e siècle, dans les descriptions du Louvre, c'est Saint-Joseph, un donateur, on a un peu oublié, et c'est par comparaison avec le portrait de Rolin à Beaune qu'on rétablit, parce qu'ils se ressemblent, que c'est bien Nicolas Rolin, le natif d'Autun, un chancelier du duc de Bourgogne. Et au XIXe siècle, au Louvre, cela dit, on se rend compte quand même que c'est un tableau important. Il est à côté de la Joconde pendant tout le XIXe siècle. C'est un peu drôle quand même, parce qu'il y en a un qui est devenu... ils n'ont pas le même destin en termes de célébrité, quoi. Oui. Légère différence. Même si Van Eyck, oui, a quand même ce prestige. Est-ce que tu peux nous raconter aussi pourquoi on a eu toute cette exposition au Louvre autour de ce tableau ? C'est un tableau qui, depuis son arrivée au Louvre, donc en 1800, avait jamais été restauré. Restaurer, ça veut dire nettoyer, globalement. C'est la première définition. Nettoyer, mais aussi consolider quand il a besoin. Donc, il était enseveli sous des couches de vernis jauni, parce que les vernis, ça jaunit, et sous une couche de crasse aussi, qui fait qu'il était beaucoup moins visible qu'il ne devrait l'être. Il n'avait jamais été restauré. Il y avait une grande prudence, enfin c'est ce qu'on voit dans les documents, dans les manipulations de ce tableau, au moins sur la face, parce qu'il est aussi peint au revers, et ça on n'en a pas encore parlé, mais c'est quand même intéressant. Donc à chaque fois on dit il est un tout petit peu abîmé, on va juste remettre un point de colle, mais alors même que les interventions de restauration sont souvent très invasives et assez peu précautionneuses, par exemple sur ce tableau qu'on a scié dans l'épaisseur, celui de Beaune, quoi. Au contraire, celui de Van Eyck, grande prudence pendant tout le 19e et pendant tout le 20e siècle. Donc c'est un peu de la chance, parce qu'on s'est retrouvé en 2021, au moment où on a commencé la restauration, avec un tableau qui n'avait jamais, pour ainsi dire, été touché depuis 2 siècles, quoi. Donc il a été essentiellement nettoyé, décrassé par la restauratrice qui s'appelle Annie Auchard et qui a vraiment fait un merveilleux travail au Centre de restauration, de recherche et de restauration des musées de France. C'est là que tous les tableaux en musée sont restaurés. Et donc elle a enlevé la crasse, elle a enlevé les vernis jaunis et elle a retrouvé sous cette accumulation jaunie des couleurs incroyables. Et est-ce qu'il y a eu peut-être une analyse supplémentaire sur l'œuvre ? Tu parlais notamment du verso de l'œuvre, on l'a un peu plus redécouvert ? Oui, la restauration de l'œuvre, c'est toujours une restauration, c'est toujours un moment crucial pour les conservateurs, pour les historiens de l'art, parce qu'on voit le tableau de très près, on le voit décadré, donc on le voit dans des circonstances qui vraiment permettent une étude matérielle et même de changer de point de vue sur l'œuvre, qui peuvent complètement rebattre les cartes de la manière dont on l'analyse. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec la Vierge du chancelier Rolin, parce que d'une part, on s'est rendu compte que le revers était peint. Alors on le savait un peu, mais on n'avait pas vraiment pris la mesure de cette importance-là. Il est peint d'un faux marbre, mais qui est d'une qualité vraiment au-delà de tout ce qu'on connaît dans la première moitié du XVe. Eh bien, il a peint... Je ne sais pas comment te décrire bien, c'est une pierre c'est un peu feinte. comme on voit aussi dans les manuscrits médiévaux. C'est possible, c'est vrai que les faux marbres, en tout cas les fausses pierres et tout, il y en a beaucoup, ce côté trompe-l'œil, il y en a beaucoup dans l'art médiéval, et notamment aussi, oui, tu as raison, dans les manuscrits, et aussi beaucoup dans les églises, enfin les peintures murales, c'est souvent des faux marbres. Mais là, ce qui est dingue, c'est que il n'imite pas un marbre réel. Ça, on a aussi vérifié avec le Muséum d'histoire naturelle, donc c'est pas un marbre réel, c'est un marbre inventé, mais par contre... c'est vraiment un trompe-l'œil, c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir un marbre, mais un marbre qui n'existe pas. Enfin, c'est quand même une sorte d'objet surréaliste, un peu surréaliste. Et par contre, quand on le touche, et ça, les visiteurs de musées peuvent pas le faire, mais c'est vraiment dingue, quand on le touche, c'est très froid, vraiment comme du marbre. C'est comme s'il avait fabriqué pour Rolin, Van Eyck, un trompe-l'œil tactile. Parce que ça s'explique techniquement assez simplement, c'est qu'il a fait une couche de préparation tellement épaisse qu'en gros c'est de la chaux quand on touche, enfin c'est de la peinture murale et plus vraiment du bois. Et donc Rolin, quand il avait son tableau dans les mains, si vraiment le tableau doit accompagner sa prière, sa méditation sur la mort, etc., et qu'il a la sensation physique de la pierre froide du tombeau, donc ça rend l'objet particulièrement efficace quand même.
Et donc, ça, s'en rendre compte à la restauration, on s'est dit, et c'est un peu ce que j'ai essayé ensuite de faire sentir dans l'expo, que c'est un objet en 3 dimensions, un objet avec un poids, un objet avec une épaisseur, un objet qui était fait pour être manipulé, ce qu'on oublie quand il est contre un mur, ça c'est sûr, et que c'est un objet aussi fait pour être vu à 2 cm vraiment par une personne dans l'intimité de sa méditation, de sa prière. Pour être comme tenu dans les mains. Voilà, tenu dans les mains, vraiment. Un peu comme un livre d'heures aussi. Complètement comme un livre d'heures, c'est vrai, complètement comme un livre d'heures. Et l'objet par excellence au début du XVe siècle, c'est le livre d'heures pour les laïcs, pour accompagner leurs prières. Et alors j'ai des petites questions très très pratiques sur cette restauration, parce que, alors vous verrez auditeurs, auditrices en détail, quand on regarde le tableau, il y a encore plein de craquelures dessus. On ne restaure pas les craquelures ? On restaure pas les craquelures parce que la couche picturale, elle s'abîme avec le temps. Ce qu'on traite dans une restauration, c'est les repeints. On enlève ce qui a été recouvert maladroitement souvent par des peintres ou par des restaurateurs au XVIIIe, XIXe, XXe siècle, mais ce qui fait partie de la matière en soi, on ne peut pas l'enlever. Par exemple, c'est le cas dans le manteau de la Vierge, quand les craquelures, ce qu'on appelle prématurées, ça veut dire qu'ils sont apparus très très tôt après la création de l'œuvre, quand elles sont trop larges, où ça fait vraiment des espèces de petits cratères, la restauratrice, le restaurateur, en l'occurrence la restauratrice, elle peut atténuer un peu l'impression vraiment de peau de crocodile, tellement la matière s'est rétractée. Mais c'est rare qu'on fasse ça, c'est vraiment quand les craquelures sont trop trop larges. Et combien de temps ça a pris, cette restauration ? Ça a pris 2 ans, même un peu plus. Il y a toute une phase d'études préalables avant la restauration en soi. On fait tout un tas d'analyses au laboratoire, des radios, de la réflectographie infrarouge, des UV pour connaître l'épaisseur des vernis ou des choses comme ça. Et ensuite, la restauratrice, elle l'a patiemment restauré face et revers. Et le revers, ça a pris un peu de temps parce qu'on n'est pas très habitué à ce genre de peinture abstraite en fait du XVe siècle. Oui, je voulais te demander, est-ce qu'on voit ça dans d'autres œuvres de Van Eyck, en fait, ce faux marbre ? Oui, notamment, Van Eyck a peint le portrait de sa femme, Margaret. Et ce portrait, il est à Bruges encore. Et donc là, au revers, il y a un faux marbre rouge. Il y a moins ce côté froid, parce que la préparation n'est pas la même. Donc peut-être que l'objectif au toucher n'était pas le même. Et en fait, beaucoup d'œuvres de Van Eyck étaient peintes au revers de ce genre de marbre, mais les revers de tableaux dans les musées, ça a quand même été très très déconsidéré. Donc il n'y en a plus beaucoup qui sont dans un état acceptable. Ça a été vraiment très détérioré. Et c'était aussi un des débats pendant la restauration avec les autres conservateurs. C'était, mais en fait, il faut peut-être pas qu'on parle de revers parce que ça crée une hiérarchie, mais les Anglais, ils disent le back, juste le dos. Donc, il y a moins cette idée de hiérarchie entre une face et un revers et plus de complémentarité entre 2 faces abstraites et réalistes d'un même objet. Du coup, est-ce que dans le futur, après l'exposition, est-ce qu'on pourra exposer les 2 côtés ? Oui, absolument. Déjà dans l'exposition, elle est sur un socle et vraiment, ça change tout. Elle est restaurée, donc elle est beaucoup plus brillante, mais le fait même de la voir comme un objet, vraiment les visiteurs, j'ai l'impression, comprennent beaucoup mieux la nature, le sens de cet objet et elle a vraiment changé la façon de regarder cette œuvre a vraiment changé et on va essayer que ça continue dans les salles. Donc il faudrait la mettre en milieu de salle et ça, on y travaille, ouais. Et j'ai vu aussi que le portrait du Jugement dernier avait aussi bénéficié d'un petit chouchoutage pour l'exposition. Mais ça, c'est quand même souvent, c'était considéré de la part des Hospices de Beaune, des responsables de le faire, parce que c'est vrai que quand on présente une œuvre déjà, quand on la fait voyager, il faut s'assurer qu'elle soit en bon état. Donc on refixe les petits endroits qui sont potentiellement un petit peu fragiles et tout. Donc c'est surtout ça. Et je crois qu'à Beaune, il faudrait leur redemander, mais je crois que c'était surtout justement une précaution nécessaire, mais néanmoins appréciable, de sécurité pour qu'elle soit bien en bon état pour voyager. Oui, parce que là, donc, le portrait a été séparé de l'ensemble du polyptyque. On ne pouvait pas, si Beaune se séparait, en tout cas même temporairement, de l'ensemble de son polyptyque, alors là, est-ce que Beaune ne s'écroulerait pas ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, déjà, le fait de séparer, ça, c'est rare aussi, effectivement. Mais oui, complètement. C'était la première fois. Et j'allais dire, c'est un peu terrible que ces panneaux aient été sciés dans l'épaisseur au 19e, mais ça a permis que pour la première fois, et franchement, disons pour la première fois, je ne vais pas parler pour l'avenir, mais que les 2 portraits de Rollin se rencontrent et soient visibles en même temps. Ce qui est très important pour les spécialistes, pour les scientifiques, mais même, je pense, pour tout le monde. C'est quand même assez marquant de voir en plus quelqu'un encore une fois, c'est rare,
pour nous de voir des des portraits du Moyen-Âge, la même personne, quoi, à 10 ans d'écart au Moyen-Âge. Oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément dit, mais c'est effectivement très important. Là, je sais qu'en ce moment, je suis en train de travailler sur une personnalité, donc je vais sortir un épisode bientôt sur Catherine de Bourgogne, on a un seul portrait d'elle, et en fait, comme beaucoup de personnes du Moyen-Âge, on a un seul portrait, donc là, d'avoir plusieurs portraits d'une même personne, c'est assez riche. Oui, absolument. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci énormément Sophie Caron, donc je le redis, l'exposition Revoir Van Eyck, la Vierge du Chancelier Rollin, donc au musée du Louvre à Paris jusqu'au 17 juin 2024, et vous pouvez venir voir toute l'année après l'exposition à l'Hôtel des Hospices Civils de Beaune, le polyptyque du Jugement dernier, et donc aussi plein de très très belles œuvres médiévales. Aujourd'hui vraiment on a enregistré dans un cadre, je pense qu'on est dans le top 3 des plus beaux lieux où j'ai enregistré des épisodes de Passion médiéviste, et pourtant il y a des très beaux lieux. Donc merci énormément Sophie Caron, merci beaucoup aux équipes de l'Hôtel des Hospices Civils de Beaune pour avoir organisé cet enregistrement. Allez faire un tour sur mon site passionmédiéviste.fr pour en savoir plus, et bien sûr sur le site de l'Hôtel des Hospices Civils de Beaune. Donc n'hésitez pas bien sûr à venir ici pour voir tout ça, pour une vraie plongée dans l'histoire médiévale, mais pas que. Merci beaucoup au public d'être venu aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Bravo.